votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous à cette émission qui est déjà un peu en prélude aux fêtes de fin d'année. Vous êtes sur CNN, C-Web Info, vous avez décidé de faire le très bon choix. Je suis Constieka. Dans cette émission qui est tout simplement un petit voyage à travers l'Afrique, à travers le continent africain, qui fera une escale en Centrafrique, ensuite une autre escale en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo. On va faire un petit survol du côté de l'Autriche parce que là-bas, M. Adjoumani, Kobenan Kwasi, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, il est allé faire un tour. Il se bouge beaucoup pour le plaisir des Ivoiriens. On ira aussi au Sénégal où on voit très bien les choses qui se dessinent pour un bel avenir sénégalais. Nous irons faire un tour au Tchad et en Guinée-Conakry avec un beau reportage monté par Marcel Bassolé avec bien sûr la complicité de toute l'équipe de rédaction. Et en grand format, il vous réserve une surprise. L'équipe conduite par Ousmane Koulibaly a décidé de se consacrer sur quelque chose de fabuleux. Nous parlerons aussi du Conseil des ministres en Côte d'Ivoire et à ce Conseil des ministres, une très bonne information qui va faire plaisir à toute la Côte d'Ivoire. C'est ça la diplomatie efficace du président Alassane Ouattara. Restez les nôtres. Parlons déjà de diplomatie au Cameroun, ce pays présidé par son Excellence Paul Biya, avec la nomination d'un nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun. La diplomatie ivoiro-camerounaise se porte à merveille. Le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun a présenté ses lettres de créance au chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, au palais présidentiel de la République du Cameroun. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, m'a accrédité auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire.
Son Excellence, M. Philbert Yao Kwasi Gleglo, est désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République du Cameroun. Après cette information diplomatique au niveau du Cameroun, où ce nouvel ambassadeur a pris ses fonctions, nous allons aller en Côte d'Ivoire pour parler un tout petit peu de la défense nationale, à savoir la marine. En Côte d'Ivoire, la Marine nationale de Côte d'Ivoire réaffirme sa coopération maritime avec la Guinée-Conakry et raffine ainsi ses capacités face aux attaques en haute mer. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vaunan, Marcel Bassolé, Constant Rika. Dans le cadre du renfermissement des relations maritimes et de la reprise des campagnes maritimes entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, la Marine nationale ivoirienne a fait preuve de ses capacités opérationnelles à travers ce rendez-vous sous-régional Grand Africa Nemo 24. Le patrouilleur de haute mer baptisé contre-amiral Fadiga a levé l'ancre sur les eaux ivoiriennes, mettant le cap sur la Guinée-Conakry le samedi 2 novembre 2024, avec les félicitations faites à l'équipe par le contre-amiral Amara Koné. Bravo pour votre résilience, bravo pour votre exemplarité. Ce patrouilleur de haute mer contre-amiral Fadiga et son équipage ont quitté Abidjan le samedi 2 novembre 2024 pour accoster dans les eaux guinéennes le mercredi 6 novembre 2024. Une escale dans ce pays frère, la Guinée-Conakry, qui s'inscrit dans le cadre de la reprise des campagnes maritimes interrompues et de diplomatie navale interrompues il y a quelques années, comme l'attestait ici le chargé d'affaires Sob Emel Lambert. Nous œuvrons avec vous pour cette diplomatie navale pour que effectivement les relations qui unissent la Guinée et la Côte d'Ivoire se raffermissent et que d'autres secteurs s'ouvrent pour le bien de nos deux pays. Après ce bref séjour sur les eaux guinéennes et sur le chemin de retour en Côte d'Ivoire, scénario d'attaque en haute mer mettant à l'épreuve le capitaine de corvette Seliki Fofana et son équipage qui se trouveront face à face avec une force spéciale et commando de la marine guinéenne, simulant une attaque de pirates marins de grande portée pour le compte des exercices pratiques maritimes. Ensuite, du côté de la Sierra Leone et du Libéria, des commandos marins de la police maritime, du département de l'immigration et de la transnationale ont eux aussi confronté le patrouilleur ivoirien dans un contexte de lutte contre l'immigration clandestine. C'est alors qu'un aéronef des forces aériennes de l'armée ivoirienne est rentré en jeu grâce aux échanges de communication et d'interactions opérationnelles entre les centres opérationnels et maritimes de toutes les entités de communication engagés dans l'exercice de cette opération de démonstration Grand African Nemo 24. Hey, all crew, one side. All crew, get one side. This way. Hey, hey, what? C'est sous des ovations des centaines de marins que cette campagne de 2 semaines s'est achevée, avec en tête le vice-amiral et chef d'état-major de la Marine nationale ivoirienne, M. Nguessan Kwame Célestin, qui accueille le patrouilleur de haute mer, contre-amiral Fadiga, et son équipage à Abidjan. La 27-88, la marine n'a pas pu fouiller encore les eaux d'un pays étranger. Cette mission, je pense que c'est un événement particulier pour la Marine nationale, pas seulement pour eux-mêmes en tant qu'équipage contre la Côte d'Ivoire. Notons que Grand Africa Nemo est un événement militaire maritime visant à permettre l'application des accords de Yaoundé au Cameroun et l'interopérabilité entre les navires étrangers, les administrations nationales et régionales dans une panoplie d'activités navales. Voilà comment se renfermit tout simplement la solidarité sud-sud entre les pays africains, comment préserver nos frontières maritimes. Et ça, c'est tout à l'honneur du ministère de la Défense de la République de Côte d'Ivoire que dirige brillamment M. Téné Birahim Ouattara. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, ce pays présidé par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun.
Et au Cameroun, nous allons parler des élections présidentielles 2025. En prélude à ces échéances électorales 2025, un atelier de formation des hommes et femmes de médias pour pallier à tout en période électorale s'est tenu dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Reportage CNN Cameroun, Stéphane Négou, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Jurari Chouagozo et Eric Bikek. À l'approche du double scrutin législatif et présidentiel qui se déroulera au Cameroun en octobre 2025, les journalistes hommes et femmes de médias ont participé à un atelier de formation portant sur la communication en période électorale au Cameroun en vue de mieux appréhender les défis liés à leur profession durant des échanges électoraux. Cet atelier organisé par l'ONG Un Monde à Venir a connu la participation du docteur Hilaire Kamga, enseignant-chercheur, de monsieur Gustave Zébazé, journaliste et juriste, ainsi que la présence massive des hommes et des femmes de médias de la région du littoral et de ses alentours. Les modules de formation étaient essentiellement portés sur les thèmes tels que médias et élections, comprendre les notions d'élection, juste et transparente pour une couverture médiatique équitable, mais aussi de la question de la collecte et du traitement de l'information sûre et crédible en période électorale. Il en ressort que le journaliste est un acteur décisif dans le processus électoral. Il a donc besoin d'être outillé pour rester objectif et impartial et professionnel. Il est fondamental que le journaliste qui se lance dans la couverture des élections puisse maîtriser tous les matériaux techniques utilisés dans le vocabulaire électoral. Et entre autres, il doit être capable de bien cerner les différences qui existent entre des élections justes, libres, des élections transparentes, des élections honnêtes et des élections régulières. Cela est fondamental pour faire un bon traitement de l'information. Il doit pouvoir savoir ce que c'est que publier des résultats et proclamer des résultats. Tout cela est important pour qu'il puisse faire son travail de journaliste tout à fait paisiblement. Les journalistes en période électorale doivent avoir des objectifs pédagogiques et des principes éthiques et déontologiques. L'idée pour l'organisation qui m'a consulté pour concevoir les modules, c'était de dire comment on fait pour outiller les journalistes professionnels, ou pour aider les journalistes professionnels à revisiter les instruments, les outils que les chartes et codes déontologiques leur donnent pour faire une couverture professionnelle hors de toute manipulation et des informations à l'occasion d'un processus social extrêmement sensible que sont les élections dans les pays à démocratie faiblement ancrée comme les nôtres. Il a également été question au cours de cet atelier de formation des hommes et des femmes de médias en période électorale de présenter leurs difficultés rencontrées pendant l'exercice de leurs fonctions, mais aussi le partage d'expériences d'ici ou d'ailleurs. Nous savons que les élections présidentielles approchent à grands pas. 2025 n'est pas loin. 2025 c'est maintenant. Alors pour nous, hommes et femmes de médias, ça a été très important de prendre part à cet atelier. Et c'était également pour nous de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités pour une prise de considération des journalistes sur le terrain, parce que majoritairement nous sommes marginalisés et en tant que femmes, nous constatons que de plus en plus les jeunes dames, des consoeurs journalistes ne s'en vont pas sur le terrain pour pouvoir réellement exercer leur métier, vu les aléas de ce terrain. Malgré les défis liés globalement à l'environnement institutionnel et politique, les journalistes institutionnels et politiques doivent se comporter comme des soldats de performance sociale et institutionnelle. Ils doivent intégrer que l'avenir de leur magistère, tout comme celui des citoyens, dépendent de la qualité des dirigeants et surtout du rapport entre ces derniers et le peuple. Nous restons toujours en Afrique centrale et au Cameroun, mais là nous parlerons de la Centrafrique, le pays que dirige M. Faustin Archange Touadéra. Au Cameroun, la diaspora centrafricaine installée dans ce pays a fêté comme il se doit le 66e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Stéphane Négou à la caméra au reportage, Séverin Tchatchoua à la prise de son, Charlotte Abdoulaye,
et Eric Bikek. Ce 1er décembre 2024, la République centrafricaine a proclamé le 66e anniversaire de son indépendance internationale. À Douala, dans la capitale économique du Cameroun, des ressortissants centrafricains se sont massivement réunis dans leur ambassade située à Akwa, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, pour raviver la flamme patriotique envers la République centrafricaine, leur mère patrie. Dans une ambiance de fête, la cérémonie était présidée par le ministre d'État, ministre des Transports et de l'Aviation civile, par ailleurs représentant du chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, en présence du vice-consul général au consulat de Douala, M. Rodrigue Bango, des autorités consulaires, des autorités traditionnelles, des élites centrafricains résidant aussi au Cameroun. Ce jour de célébration rappelle à dessein le chemin parcouru par la nation centrafricaine. Le chemin a été parcouru, 66 ans. Il y a eu des turpitudes et il y a eu des avancées. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'accession à la magistrature suprême du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, 30 mars 2016, je pense que beaucoup a été fait pour rétablir la sécurité, la paix et la concorde et amorcer la reconstruction de notre pays. Je suis vraiment fier de célébrer l'anniversaire de cette proclamation ici à Douala, parmi mes compatriotes. Cela me donne l'occasion de prodiguer des conseils au nom du président de la République et de me référer à l'adresse à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les grandes lignes pour essayer d'échanger avec mes compatriotes ici à Douala dans l'esprit d'unité, de concorde et d'optimisme pour notre pays. Cet élan patriotique était l'occasion pour le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, d'accorder des distinctions honorifiques aux personnalités positives du pays et des diplômes d'excellence aux élèves et étudiants centrafricains résidant au Cameroun. Je vais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le professeur de la République, chef de l'État, qui m'a donné la médaille de commandeur. Et je dis merci d'abord à tous les gouvernements qui ont placé leur confiance en moi pour me nommer ici, afin que le président me nomme ici à la tête du consulat sud-africain. On a préparé cette cérémonie en synergie avec le pays, d'abord à Bangui. Donc nous avons ce devoir-là de vendre l'image du pays, c'est la proclamation de l'indépendance de la République sud-africaine. Donc le consulat ne peut pas être à côté. Donc je vais fêter cela ensemble, pas en différé, ensemble aujourd'hui, parce qu'il y avait des médailles. Et nous avons aussi honoré notre présence par le ministre d'État, qui est ministre d'État à l'aviation civile qui est là. Et nous sommes très contents pour la célébration de cette cérémonie aujourd'hui. Cette communion et cette ferveur patriotique montrent à suffisance que la République centrafricaine est tournée vers son avenir. La réconciliation nationale, qui est un truc très cher au professeur Faustin Archange Touadéra, le chef de l'État, et pour redynamiser aussi la population centrafricaine, a eu une prise de conscience par rapport à ce qui se vit et ce qui se dit sur la République centrafricaine. Nous voulons tourner l'image de la Centrafrique vers une image positive, qu'il y a de potentialités dans ce pays et amener les gens à s'intéresser à la République centrafricaine. Après le Cameroun, la transcontinentale, qui n'est autre que le Constitution Week News, qui vous est offert par CNN, CWeb Info, vous amène tout de suite du côté de la Teranga. La Teranga, c'est au Sénégal. Et au Sénégal, le Premier ministre sénégalais, chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, et Raya Ménage, son gouvernement. Reportage Charlotte Abdoulaye, Eric Bikek, Séverin Tchatchoua, Diop Serigne et Marcel Bassolé. Suite à la démission de M. El Malik Ndiaye du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens et son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, a procédé à un léger remaniement gouvernemental. Décret numéro 2024-3326 mettant fin aux fonctions de ministre et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2024
939 du 5 avril 2024 portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, décret. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, de M. Yankoba Diémé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Article 2. Sont nommés membres du gouvernement. Madame Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Général Biram Diop, ministre des Forces armées. Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Biram Souley Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Yankoba Diémé, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Monsieur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur Amadou Moustapha Ndiek Saré, ministre de la Formation professionnelle et technique, porte-parole du gouvernement. Monsieur Cheikh Tidjane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur El Hadj Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires. Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités. Monsieur Abbas Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Monsieur Moustapha Mamba Guirassi, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Olivier Boukal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du secteur public. Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Monsieur Alioune John, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Monsieur Muntaga Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Monsieur Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Ibrahima Thiam, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé du développement des petites et moyennes industries. Monsieur Mohamed Talandaou, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, chargé de l'urbanisme et du logement. Monsieur Alpha Ba, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, chargé des coopératives et de l'encadrement paysan. Monsieur Bakary Sarr, secrétaire d'État auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, chargé de la culture, des industries créatives et du patrimoine historique. Article 3.
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 2 décembre 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. Le gouvernement s'est réuni de manière exceptionnelle le mardi 3 décembre en raison du réaménagement. Le Conseil des ministres se réunit généralement le mercredi. Après le Sénégal où tout se porte bien politiquement, diplomatiquement, nous faisons un tour du côté de l'Autriche juste après la réclame. En Autriche, c'est devenu pratiquement un globe-trotteur. On le retrouve soit au Congo, soit dans les campements ou encore dans les provinces de Côte d'Ivoire. Et là, il est en Autriche. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. Adjoumani Kobenan-Kwasi. Il est en Autriche. Et là-bas, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec l'AIEA. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural, M. Kobenan-Kwasi Adjoumani, a séjourné à Vienne, en Autriche. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Chargozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. La deuxième journée de la conférence ministérielle sur les sciences et technologies nucléaires, avec pour thème les solutions sur mesure pour la sécurité et la sûreté alimentaire, a vu la participation du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la République de Côte d'Ivoire, M. Kobenan-Kwasi Adjoumani, au siège de l'AIEA à Vienne, en Autriche. Au cours de cette session, le ministre d'État a fait part des attentes de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de développer les différents secteurs d'activité agricole par la mise en place de technologies appliquées, d'abord moderniser notre agriculture. En matière de technologie nucléaire, nous ne sommes pas très avancés comme d'autres pays, mais nous avons décidé de travailler de concert avec les techniciens en la matière pour d'abord former nos jeunes à l'application de cette technologie sur nos productions. M. Kobenan-Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la République de Côte d'Ivoire, a également évoqué les progrès réalisés par son pays grâce à l'aide de l'AIEA. L'AIEA nous a aidés à équiper nos laboratoires d'analyse de développement agricole et notre objectif aujourd'hui, c'est que l'AIEA nous assiste afin que nous puissions disposer de nouveaux instruments capables de nous permettre d'être certifiés et de pouvoir commercialiser nos produits sans aucun risque. Au cours de ce panel, les discussions ont également abordé les questions de l'amélioration des sols pour une agriculture intelligente face au climat, de la protection des consommateurs, de la préservation des récoltes et des initiatives en faveur des femmes dans le secteur agricole. Tout cela dans le but d'assurer la sécurité alimentaire sur la planète et en Côte d'Ivoire. Après l'Autriche, rien de plus normal que de vous présenter notre partenaire officiel. L'université où tous les parents africains dignes de ce nom devraient penser envoyer leurs enfants faire des formations adéquates qui leur permettent tout de suite d'être opérationnels sur le marché du travail. Et cette université n'est autre que l'UIL, en sigle, l'Université internationale de Libreville. Et dans cette université, rien de plus normal, le souci permanent des professeurs aguerris à la chose universitaire, c'est de faire du 100%, autant pour les licenciés que pour ceux des masters, et voire même doctorats. Clin d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA,
doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Eh oui, voilà qui fait plaisir à tous les parents de savoir qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons de très grandes universités, à l'exemple de l'UIL, l'Université internationale de Libreville, qui est située, je demande un peu à Marcel Bassolé de nous remontrer un peu cette université. Regardez, 80 hectares, avec tout autour de la belle forêt pour respirer de l'air pur. Les élèves sont complètement détachés du monde extérieur et sont concentrés à leurs études. Il y a tous les centres de jeux, un terrain de football, tout type de sport. Cette belle université aux enclavures de Libreville, et ça fait énormément plaisir aux parents de savoir que leurs enfants y sont et n'y sont que consacrés à leurs études. Je vous retrouve juste après la réclame. Après l'université de Libreville, rien de plus normal que de remonter à la crête du Cameroun pour parler du Tchad, ce pays présidé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. La 34e journée de la liberté de la démocratie tchadienne s'est déroulée le 1er décembre 2024. Un jour de grand souvenir qui rappelle le 1er décembre 1990. Reportage Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. 1er décembre 1990, 1er décembre 2024. Le Tchad célèbre ce 1er décembre le 34e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, marquant le souvenir historique de l'avènement de la liberté et de la démocratie le 1er décembre 1990. Ce jour-là, le mouvement patriotique du salut, MPS, dirigé par le colonel Idriss Déby, a mis fin au régime dictatorial de Hissène Habré, ouvrant la voie à la liberté et à la démocratie pour le peuple tchadien. La commémoration officielle de cette journée historique a eu lieu sur la place de la Nation, en présence du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, de l'ensemble des corps constitués, des diplomates accrédités au Tchad, ainsi que de nombreuses autres personnalités. La commémoration a débuté avec l'arrivée du chef de l'État à la place de la Nation, suivi de la revue des troupes. Ensuite, le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. Ce rituel symbolique pour rendre hommage à tous les martyrs qui se sont sacrifiés pour le pays a été suivi d'un défilé militaire pédestre impressionnant des différents détachements de l'armée nationale tchadienne sous le commandement du lieutenant-colonel Toriaïra Ngomina Apollinaire. Cette commémoration souligne l'importance pour le peuple tchadien d'avoir toujours en mémoire les sacrifices consentis pour la liberté et la nécessité de préserver les valeurs démocratiques. Elle appelle à l'unité nationale, à la cohésion pacifique et au patriotisme pour que le Tchad continue d'avancer vers un avenir de paix et de prospérité. Cette journée de souvenir consacrée à la mémoire des héros de la démocratie reste un moment fort de la vie nationale tchadienne et invite à l'engagement de tous les fils et filles du Tchad à cultiver les principes démocratiques. Retour en Côte d'Ivoire, après le Tchad du côté de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous écoutent en Mongolie, sachez que la Côte d'Ivoire est un très grand pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un mastodonte, ici en Afrique de l'Ouest. Nous avons parlé de cette Côte d'Ivoire qui est dirigée par un homme visionnaire, par un grand monsieur, quelqu'un qui a la maîtrise de la chose économique. Il n'est autre que le président Alassane Ouattara, son excellence. Respect, monsieur le président. Nous allons parler de ce pays, la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu à sa résidence privée à Cocody, au Golfe, Abidjan, l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Prise d'image, Ousmana Coulibaly, assisté de Lévi Teddy-Vaunan, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le jeudi 28 novembre 2024 à sa résidence avec l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, son Excellence Laryea Frédéric Daniel, en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a rendu un vibrant hommage au diplomate ghanéen qui a passé plus de 4 décennies en Côte d'Ivoire, d'abord en qualité de fonctionnaire international à la Banque africaine de développement, puis comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire dans notre pays pour sa contribution au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je viens de recevoir mon frère du Ghana,
ambassadeur de mon frère, le président Nana Akufo-Addo, qui est en fait un Ivoirien, puisque ça fait plus de 3 décennies qu'il est en Côte d'Ivoire. D'abord à la Banque africaine de développement, où nous nous sommes connus, et ensuite ambassadeur du Ghana depuis 8 ans. Et je suis un peu triste de voir mon frère partir, mais c'est la règle diplomatique et je tenais à l'accompagner et lui dire qu'il va nous manquer et surtout qu'il est en Côte d'Ivoire, il est chez lui. L'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, son excellence Laria Frédéric Daniel, a pour sa part salué les progrès remarquables accomplis par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines au cours de ces 14 dernières années, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'agriculture. Je peux affirmer sans équivoque qu'il fait bon vivre ici. On assiste au quotidien à d'énormes progrès dans tous les domaines. Lors de mon mandat, nous avons pu établir Ghana Cocoa Initiative, qui permet de donner une sorte de prime à nos planteurs. Je voudrais saluer la première dame dont son combat contre l'exploitation, la traite, le travail des enfants dans les plantations cacaoyères. Nous avons devant nous un chef d'État visionnaire, bâtisseur, un chef d'État technocrate dont les soucis constants et d'améliorer le bien-être de son peuple. 11 octobre dernier, son excellence Nana Akufo-Addo, chef de l'État ghanéen, participait à Abidjan au premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, signé en octobre 2017 à Accra, au Ghana. Cette entente va donner une nouvelle impulsion à la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, on y reviendra, parce qu'au pays du président Alassane Ouattara, les choses vont très vite et ça bouge énormément. Nous allons d'abord faire un tour du côté du Sénégal, au pays de la Teranga, ce pays dirigé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Le massacre de Thiaroye sera bientôt enseigné au Sénégal. Le souvenir doit être inscrit à l'encre indélébile. Voilà le vœu du chef de l'État, qui a à ses côtés Ousmane Sonko, premier ministre du gouvernement, et un nouveau président de l'Assemblée nationale, un trio de jeunes aux dents longues et qui veulent faire de l'Afrique une référence. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tiachoua, Marcel Bassolé. En présence de ministres français des Affaires étrangères et des dirigeants mauritaniens, comoriens, gambiens, bissau-guinéens et gabonais, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé dans un camp militaire situé à Thiaroye, près de Dakar, la capitale du Sénégal. Il a mis en évidence l'importance de raconter l'histoire intégrale de l'événement. Visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération. L'histoire du massacre de tirailleurs africains par les forces coloniales françaises en 1944 serait désormais enseignée dans les écoles du Sénégal. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, en a fait l'annonce le dimanche 1er décembre 2024. L'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, a admis qu'une série d'événements avait entraîné un massacre en référence à une récente lettre du président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle le président de la République vous a écrit, Monsieur le Président, pour vous dire que la France se doit de reconnaître que ce jour-là s'est déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Et si la France reconnaît ce massacre, elle le fait aussi pour elle-même, car elle n'accepte pas qu'une telle injustice puisse entacher son histoire.
Selon le président du Sénégal, un comité international sera mis en place afin d'enquêter sur les événements, localiser les tombes et identifier les victimes. Le Sénégal prévoit un mémorial et un centre de recherche pour honorer ces soldats. Depuis longtemps, Dakar demande à la France d'assumer ses responsabilités, de présenter des excuses officielles et d'enquêter de manière adéquate sur ce massacre. Retour en Côte d'Ivoire après le Sénégal. Dans l'émission précédente, l'émission de la semaine dernière, nous vous avons présenté comment Paris a été construit. Et nous avons montré qu'aujourd'hui, pour construire et faire de nos villes, de nos pays, des véritables lieux où chacun se sent bien y vivre, où personne n'a envie de s'expatrier, d'immigrer vers d'autres cieux, il vaut mieux donner les conditions. C'est ce que fait la Côte d'Ivoire. D'abord dans le logement. Le sujet des logements sociaux, une préoccupation majeure pour l'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Reportage Constant Ika, Marcel Bassolé. Le jeudi 28 novembre 2024, le directeur des grands programmes immobiliers au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la République de Côte d'Ivoire, M. Alexandre Dibi Kokora, a indiqué que 37 000 logements ont été réalisés à ce jour au titre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, en sigle PPLSE. Ce programme a permis la réalisation des voiries et réseaux divers primaires pour près de 100 milliards de francs CFA, en sigle VRD. Plus de 2000 hectares de superficie de réserve foncière ont été identifiés et purgés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Selon M. Alexandre Dibi Kokoran, le secteur de l'habitat est au cœur de la politique du gouvernement. Le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, en sigle PPLSE, a pour ambition de devenir un modèle de réussite en matière de logement social en Afrique. Ce programme vise à favoriser l'accès à un logement décent et abordable pour tous, à favoriser la création des villes nouvelles, à générer de nombreux emplois directs ou indirects. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PPLSE, notamment les faibles capacités techniques et financières des promoteurs, la faible bancarisation de la population, en général 20%, et principalement celle du secteur informel. Ces faiblesses ont conduit le ministère de la Construction à aussi initier un programme d'urgence de 25 000 logements en vue de relancer le système de la location-vente et de la location simple. Le prix total de ce projet est estimé à 500 milliards de francs CFA. Notons que le déficit cumulé de l'offre de logements est estimé à plus de 800 000 unités, avec un taux d'accroissement de 10% chaque année. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ambitionne de réduire le déficit de logements à travers la construction de 150 000 logements à l'horizon 2030. Voilà, qu'est-ce que c'est le logement en Côte d'Ivoire? Il faut être visionnaire quand on est à la tête d'un État. Et pas toujours trop parler, essayer de poser plus des actes. C'est ce que fait son Excellence le Président Alassane Ouattara. Respect, Monsieur le Président. Nous allons tout de suite au Congo, juste après la réclame. Le Congo, ce pays dirigé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, président de la République. Le 66e anniversaire de la proclamation de la République congolaise, un temps fort. Le discours du président Denis Sassou Nguesso au Parlement. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Gozo Richard. Dans son message à la nation, lors de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, réaffirme son engagement à renforcer les capacités d'accueil et de prise en charge des patients par l'achèvement des travaux des hôpitaux généraux en les équipant de plateaux techniques performants dans les 10 départements du pays. Je demande au gouvernement d'œuvrer au renforcement des capacités d'accueil et de prise en charge des patients par l'achèvement des travaux de construction des hôpitaux généraux et leur dotation en plateaux techniques performants. En 2025, seront lancés les travaux d'achèvement
des hôpitaux généraux d'Imfondo et de Kinkala dans les départements de l'Ikwala et du Pôle. Selon le président congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso, il y a également eu un détournement de 6 milliards de francs CFA depuis plusieurs années à l'université Marienne Gouabi. Cela concerne une surfacturation des besoins financiers, des bourses d'études des étudiants, qui ne nécessitent en réalité que 3 milliards de francs CFA, contrairement aux 9 milliards demandés par les responsables de l'enseignement supérieur. Les députés demandent des mesures punitives à l'encontre des responsables de ces crimes économiques et espèrent des lendemains meilleurs. La situation du pays de A à Z. Et nous, on a été impressionnés par cela. Et c'est dans ce sens-là que nous ne pouvons que le féliciter, le remercier davantage d'être proche de sa population. Le deuxième, c'est l'optimisme qui a été partagé devant le Parlement réuni en congrès. Le président s'est ému malheureusement du comportement après recensement des étudiants. Qu'il y ait eu 3 milliards seulement que l'État qui devrait dépenser au lieu de 9 milliards que jusqu'ici l'État n'avait pas. Et la question que nous nous posons autant qu'élus, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Et les sanctions, c'est ce qui manque afin que nous pouvons ramener notre peuple à la discipline. L'histoire du Moyen Congo est proclamée République du Congo en novembre 1958, à la suite de la loi cadre de Gaston Defferre en 1956. Cette république dispose d'une centaine d'autonomies, mais n'a pas d'indépendance. Après le Congo, et vous savez c'est traditionnel dans cette émission, c'est devenu récurrent, nous vous présentons nos pays d'Afrique, histoire de montrer un peu à ceux qui sont du côté du Nord que valent véritablement nos pays d'Afrique. Parce qu'on s'est rendu compte que le politique obscurcit au peuple du Nord les réalités sur le continent africain. Un continent riche, un continent où la pauvreté n'est pas ce qu'on montre aux uns et aux autres. Un continent où aujourd'hui notre jeunesse doit être formée. Je vous retrouve avant de vous présenter un film, juste après la réclame. Je parlais d'un film sur la Guinée-Conakry, cette Guinée qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Nous allons voir ses atouts, mieux connaître la Guinée-Conakry et les avantages à y investir ou à faire du tourisme. Reportage Constant Ika, Marcel Bassolé. La République de Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest bordé par l'océan Atlantique à l'ouest. Elle est réputée pour la réserve naturelle intégrale du mont Nimba, située au sud-est du pays. La réserve protège une chaîne de montagnes boisées abritant des plantes et des animaux de la région, dont des chimpanzés et des crapauds vivipares. Sur la côte, la capitale Conakry accueille la grande mosquée moderne et le musée national qui contient des objets nationaux. L'économie guinéenne se distingue par sa résilience au sein de l'Afrique de l'Ouest, portée par l'agriculture et l'exploitation minière. Le produit intérieur brut, en sigle PIB, a connu une croissance estimée à 5,7% en 2023 contre 4% en 2022. L'inflation est passée de 10,5% en 2022 à 7,8% en 2023. La quasi-stabilité du taux de change par rapport au dollar américain a compensé l'impact de l'inflation importée. Le déficit budgétaire est passé de 0,8% du PIB en 2022 à 1,6% en 2023, reflétant l'impact des subventions à l'électricité et au carburant, mais reste l'un des plus faibles de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en sigle CEDEAO. Le déficit budgétaire a été financé par l'émission d'obligations. Pays côtier d'Afrique de l'Ouest, la République de Guinée partage ses frontières avec 6 pays. La Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et recensé 14,53 millions d'habitants en 2024. Premier employeur du pays, le secteur de l'agriculture joue un rôle clé dans la réduction de la pauvreté et le développement rural. Il assure les revenus de 57% des ménages ruraux et l'emploi de 52% de la main-d'œuvre. En plus de ce secteur, les ressources naturelles, mais également les industries de transformation et les services sont autant d'atouts économiques pour la Guinée. Mais pour en tirer pleinement profit et accélérer le processus de transformation structurelle, le pays doit améliorer sa gouvernance. La République de Guinée tire également l'essentiel de ses recettes d'exportation de l'exploitation minière.
L'expérience montre toutefois que l'exploitation minière et l'hydroélectricité peuvent avoir des impacts négatifs directs et indirects sur la biodiversité et l'environnement. Ces risques potentiels devant être soigneusement gérés. Autre grand défi pour la Guinée, le chômage des jeunes et les inégalités hommes-femmes. En juillet 2023, au lendemain du verdict historique concluant le procès du massacre du 28 septembre 2009, qui a marqué une étape importante dans la lutte contre l'impunité, le Conseil national de la transition a présenté l'avant-projet de constitution, lequel devait faire l'objet d'un référendum à la fin de l'année 2024, condition préalable à l'élection présidentielle prévue en 2025. En septembre, une délégation de la CEDEAO a rencontré le gouvernement afin d'évaluer le processus du calendrier de la transition tel qu'il a été convenu. Dans le cadre des efforts visant à établir un fichier électoral fiable, le gouvernement a réaffirmé son engagement à suivre les 10 étapes de la transition et a souligné la nécessité d'un soutien financier. Après une croissance de 6,7% en 2023, tirée par la performance du secteur minier, la croissance devrait se modérer à 5,3% en 2024, en partie en raison de l'impact de l'explosion du dépôt de carburant de décembre 2023 et des pannes d'électricité sur le secteur non minier. L'inflation s'est accélérée pour atteindre une moyenne de 8,5% au cours du premier semestre 2024 en raison des impacts temporaires de l'explosion du dépôt de carburant de décembre 2023 et de la baisse de l'approvisionnement en électricité. Cependant, après avoir cumulé à 9,3% en janvier 2024 année sur année, juste après l'explosion, l'inflation a chuté à 8,1% en juin 2024. L'augmentation des dépenses d'investissement et des paiements d'intérêts combinée à une légère baisse des recettes dues à l'impact de l'explosion sur le secteur non minier creuse le déficit budgétaire qui devrait atteindre 3% du PIB d'ici la fin de l'année 2024. L'augmentation du produit intérieur brut en sigle PIB réel par habitant, combinée à une décélération de l'inflation alimentaire, ce qui devrait réduire le taux de pauvreté inférieur à 3,65 $ par jour. Parité de pouvoir d'achat 2017 à 49,9% en 2024. La croissance devait être soutenue à une moyenne de 6,2% en 2025-2026, principalement grâce à l'investissement. Les risques à la baisse comprennent les incertitudes quant au calendrier de la transition politique, qui pourrait ralentir la mise en œuvre des réformes, et les retombées des conflits ailleurs dans le monde, qui pourrait déclencher une nouvelle vague de perturbations commerciales et d'inflation. En revanche, le démarrage de l'exploitation de la mine de fer de Simandou devrait stimuler les exportations et la croissance. En République de Guinée, les 3 principaux groupes ethniques sont les Peuls, les Malinké et les Soussous. Ces derniers se repartissent dans les 4 grandes régions géographiques de la Guinée. La Basse-Guinée abrite des Soussous. On y retrouve aussi presque toutes les grandes ethnies du pays en raison de la présence de la capitale, Conakry, qui attire les Guinéens. Dans la région de la Moyenne-Guinée, des Peuls. En Haute-Guinée, des Malinké. Quant à la Guinée forestière, elle abrite surtout des forestiers composés des Kissiens, les Thomas, les Guerzé et les Koniaka. La Guinée compte plus de 1300 cours d'eau, de nombreux fleuves tels le Niger, le Sénégal, appelé aussi Bafine, la Gambie, ainsi que leurs principaux affluents trouvent leur source en Guinée, faisant de ce pays le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Ces cours d'eau partent des massifs guinéens, des 2 vieux massifs du Fouta Djallon et la dorsale guinéenne en région forestière. Les fleuves Gambie et le Bafine vont vers le Sénégal au nord. La source du Niger est à proximité de Kobikoro. Il traverse Farana, Kouroussa et va vers le Mali au nord-est. Les fleuves Tinkesso, Milo, Nyandang sont ses affluents en Guinée. De nombreux fleuves côtiers descendent des massifs guinéens vers l'ouest, comme le Konkouré, ou vers le sud, comme le fleuve Mano. La République de Guinée a pour capitale Conakry. Le gouvernement de la République de Guinée est un régime présidentiel. La devise est le franc guinéen. La langue officielle, le français. Sa superficie est de 245 857 km². La Guinée est indépendante depuis le 2 octobre 1958. Sa population est estimée à 14,19 millions
d'habitants. Le président de la République de Guinée est son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous allons aller en Côte d'Ivoire pour donner d'autres informations. En présence de l'équipe de CNN au palais présidentiel à Abidjan le 3 décembre 2024, le Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, en sigle CERFAM, en Afrique de l'Ouest et du Centre, créé en octobre 2018, est désormais une propriété exclusive de la Côte d'Ivoire grâce à la signature de 2 nouveaux accords de partenariat dans un protocole d'accord portant transfert du CERFAM et un accord portant fonctionnement du centre. Ces accords ont été signés le mardi 3 décembre 2024 au palais présidentiel Abidjan au Plateau par le ministre directeur du cabinet du vice-président de la République, M. Emmanuel Kofi Aoutou, et la directrice régionale Afrique de l'Ouest du Programme alimentaire mondial, en sigle PAM, Madame Margot van der Velden. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et des partenaires institutionnels, techniques et financiers. Le CERFAM, désormais propriété de l'État de Côte d'Ivoire, placé sous l'autorité du vice-président de la République, Son Excellence M. Thiemoko Mele Kone, ouvre son partenariat dans une synergie d'action à toutes les parties prenantes. En outre, son périmètre d'action s'élargit à tous les États africains désireux d'apprendre les uns des autres. L'identification, la documentation et le partage de pratiques adaptées aux réalités africaines sont au cœur des missions du CERFAM et sont essentielles pour des solutions durables sur le continent. A expliqué M. Emmanuel Kofi Aoutou, ministre directeur du cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte de partenariat ouvert, a-t-il ajouté, que la Côte d'Ivoire a démarré depuis le mois de novembre 2024 la revue du cadre de gouvernance des documents stratégiques et opérationnels du CERFAM. Dans le même temps, les consultations avec les États sont en cours en vue de l'identification de bonnes pratiques dans la lutte contre la faim et la malnutrition sur le continent. A-t-il ajouté. M. Emmanuel Kofi Aoutou a rappelé que sur le plan national, la lutte contre la faim et la malnutrition constitue un des piliers prioritaires structurels des PND successifs. Non sans annoncer qu'il en sera de même du prochain PND couvrant la période 2026-2030 en cours d'élaboration. La déclinaison de cette priorité en action opérationnelle s'appuiera sur des initiatives les plus productives et compétitives, notamment celles qui seront relayées par le CERFAM. Pour la directrice régionale Afrique de l'Ouest du Programme alimentaire mondial, en sigle PAM, à travers le transfert de la pleine propriété du CERFAM à l'État de Côte d'Ivoire, le Programme alimentaire mondial, en sigle PAM, et la Côte d'Ivoire consolident les bases du modèle de coopération Sud-Sud, comme elle l'a si bien dit. Je suis convaincue que cette collaboration renforcée jouera un rôle clé dans la réalisation de l'objectif de développement durable de Faim zéro. Convaincu que ces nouveaux accords du CERFAM traduisent la quête d'une solidarité forte afin d'arriver à bout de la faim et de la malnutrition sur le continent, le système des Nations Unies et l'Union africaine, en sigle UA, ont réitéré leurs engagements à rester aux côtés de la Côte d'Ivoire. La direction du CERFAM est confiée par la Côte d'Ivoire à une agence du système des Nations Unies, notamment le Programme alimentaire mondial, en sigle PAM, qui est chargé de recruter le directeur. Le pays s'engage à contribuer au fonds du CERFAM à hauteur d'un montant annuel de 900 millions de francs CFA. Les ressources supplémentaires sont mobilisées auprès de l'ensemble des parties prenantes. Toute sollicitation du CERFAM par un partenaire, par la Commission de l'Union africaine ou par un État membre doit se faire par le biais d'une demande officielle adressée à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, un pays qui se détache pratiquement de nombreux pays d'Afrique francophone, je dirais, mais je dirais même de nombreux pays d'Afrique. Ici, la référence, c'est un sacerdoce. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en a fait un devoir, une irrégularité. C'est récurrent, des mises au point avec les ministres, le respect de la feuille de route.
Et ceci se définit à travers le Conseil des ministres qui se tient pratiquement de manière bimensuelle. Le Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu le jeudi 5 décembre 2024 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'équipe de CNN dirigée par le très jeune Ousmane Coulibaly ainsi que le très jeune Lévite Edi Vonan sont allés et nous rapportent des très belles images. Et sur CNN, on aime bien savoir ces jeunes qui ont moins de 25-26 ans comme ça, prendre à bras et puis aimer leur profession, ça fait plaisir. On regarde le reportage qui n'est autre qu'une post-production de Marcel Bassolet. Le jeudi 5 décembre 2024 s'est tenu un conseil des ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire en présence de tous les membres du gouvernement Robert Begré-Mambé. Et comme à l'accoutumée, l'arrivée du Premier ministre Robert Begré-Mambé aux côtés du vice-président de la République son Excellence Tchimoko Meïla atteste la présence de tous les ministres et précède l'arrivée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Séance traditionnelle des salutations et place au travail pour une durée de 2 heures d'horloge. Puis s'en est suivi le point de presse avec une annonce de haute facture diplomatique qui a réjoui tous les Ivoiriens. Très détendu, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, a tenu un point de presse. CNN et Siweb Info vous en font écho. Au titre des mesures générales, 10 projets de décret, 2 mesures individuelles, 1 projet d'ordonnance, 2 communications et en divers 2 points. Au titre des mesures générales, en projet d'ordonnance. Le Conseil a adopté une ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de garantie des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, dénommé FOMUSI, et le projet de loi de ratification y afférent. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant l'ouverture des postes d'attachés de sécurité intérieure auprès de missions diplomatiques. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 7 décrets portant attribution chacun d'un permis de recherche minière valable respectivement pour l'or à la société Nesdav Mining SARL, dont le premier dans les départements d'Adzopé, d'Alépé et de Yakassé à Toubrou, et le deuxième dans le département d'Agny-Biliko. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte adhésion de la Côte d'Ivoire à la communauté internationale de la noix de coco, ICC. Le deuxième décret porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 60 millions d'euros, soit 39 357 420 000 francs, conclu le 23 octobre 2024 entre le Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID en abrégé, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme d'appui à la transformation économique et à la gouvernance inclusive, le PETAJ. Le Conseil a adopté 5 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire près la République de Saint-Marc en Europe et 4 pays d'Amérique latine. Donc, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a entendu le compte-rendu de la visite de travail du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et cadre de vie aux Émirats arabes unis. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté une communication relative à l'initiative régionale sur l'accélération de la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique. Au sujet des divers, au titre du ministère d'État, ministère de la Défense de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso
le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. S'en est suivi des questions-réponses face à la presse nationale et internationale. Un groupe de nudistes communauté appelé Rainbow Family occupe les plages d'un village dans la forêt classée de Monogaga, dans le Bas-Sassandra. Ce groupe serait en conflit avec les autochtones du village de Kunuko qui dénoncent une atteinte à leurs mœurs. Nous sommes en question de se demander, Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement ivoirien a pu autoriser l'installation d'une terre communiquée au beau milieu d'une forêt classée. Ce que je puis vous dire, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui s'occupe de l'administration du territoire. À ce niveau, le ministère de l'Intérieur intervient dans tout ce qui touche à l'ordre public. Prochain Conseil des ministres, le 19 décembre 2024. Voilà, Conseil des ministres pour simplement rassurer au peuple ivoirien que tout fonctionne. Rassurer au peuple ivoirien que tout se regarde avec des loupes. On regarde tous les points, on passe en revue toute la situation pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour un pays jumeau, à savoir le Cameroun, juste après la réclame. Au Cameroun, ce pays présidé par le patriarche, un homme qui est devenu une bibliothèque, une référence même quand on parle de politique en Afrique. C'est un grand sage, le président Paul Biya. C'est de son pays que nous allons parler dans un instant, juste après la réclame. Au Cameroun, il y a des événements qui se font pratiquement rares, mais des événements essentiels. C'est le cas de parler des non-voyants, des personnes à mobilité réduite. C'est l'occasion ici de parler de l'inauguration du centre multimédia spécialisé pour les handicapés. En termes adéquats, des personnes à mobilité réduite. Sur la très belle voix de Charlotte Abdoulaye, Stéphane Négou à la prise d'image, assisté comme ça de Gozo, et puis à la prise de son Séverin Tchatchoua, et avec la post-production d'Éric Bikek. Déclaré inaugurer le centre multimédia spécialisé pour des personnes vivant avec un handicap, sous réserve, bien entendu, de la coupure. C'est par ces propos solennels que le sous-préfet de Yaoundé, 4e, a acté l'inauguration du centre multimédia spécialisé pour les personnes handicapées, dédié à la transcription des documents en braille, ce 2 décembre 2024, dans la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Cette cérémonie que présidait le sous-préfet de Yaoundé 4 a connu la présence du représentant du Minépat, d'une parlementaire, des autorités traditionnelles du village d'Anvout, des nombreux handicapés de M. Zoa Mathieu Gaëtan, président de l'association des jeunes handicapés volontaires, et de bien d'autres personnalités. L'initiative de mettre en place un centre multimédia spécialisé pour les personnes vivant avec un handicap rentre en droite ligne avec la politique du gouvernement qui vise l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap, tout en favorisant leur insertion socio-professionnelle. C'est dans cette perspective que l'État du Cameroun a entrepris des réformes, notamment de l'aménagement des voies d'accès propres aux personnes vivant avec un handicap dans les immeubles abritant les services publics, l'exemption du paiement des timbres fiscaux et communaux, la multiplication des écoles publiques inclusives, entre autres. Le centre multimédia spécialisé pour les personnes vivant avec un handicap est un outil de plus à la disposition de cette couche dite vulnérable, ceci à l'effet d'être suffisamment outillé dans le domaine de l'informatique, de l'information et de la communication de façon générale, particulièrement dans la transcription en braille des documents légaux et officiels, permettant ainsi aux personnes vivant avec un handicap de participer activement et effectivement à la construction et au développement du pays. Il faut comprendre que le traité de Marrakech dit tous les documents publiés. Ça voudrait dire que si un document est secret, nous, on ne peut pas le transcrire. Mais s'il est publié, s'il est rendu, en fait, si le public doit s'intéresser, automatiquement, on va transcrire ce document. Cet édifice flambant neuf, qui affiche fière allure et contient en son sein du matériel technologique moderne, est le fruit de la collaboration État, association société civile, toute chose qui se manifeste à travers le ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, impulsé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans sa
volonté de déstigmatisation de toute personne vivant avec un handicap en quête permanente du bien-être de tous les Camerounais sans exclusion. Une initiative louable et appréciable pour les personnes handicapées. Avoir un centre de transcription, c'est vraiment promouvoir l'inclusion parce que la personne handicapée a besoin de toutes ces mesures pour favoriser son inclusion sociale. Déjà, nos frères handicapés visuels pourront vraiment profiter de ce centre. Il n'y en a pas beaucoup dans tout le Cameroun. Donc une telle initiative est vraiment louable et nous, les personnes handicapées en général, nous allons nous atteler à travailler pour que ce centre soit vraiment bénéfique pour nous. Notre souci, c'est que la personne handicapée soit formée et informée. Pour l'instant, c'est notre principal souci. Parce que, par ailleurs, nous taxons de mendiants et de tout, mais nous voulons quitter de cette situation-là et montrer à la société qu'on peut apporter quelque chose. On peut apporter quelque chose à la société. Nous allons repartir au Cameroun dans ce pays présidé par son Excellence Paul Biya pour donner d'autres informations. Le chef du gouvernement présente le programme économique, financier, social et culturel du Cameroun, conformément à la disposition constitutionnelle. Et ce 1er décembre 2024, le Premier ministre de la République du Cameroun, Dr Joseph John Gouté, a été soumis au rituel devant la chambre basse du Parlement lors de la séance plénière présidée par le très honorable Kavaï Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale. Un programme à double orientation, en premier lieu le bilan de l'exercice 2024 dans tous les domaines. La première étape a été présentée par le chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté, qui est toujours perspicace et efficace dans sa lecture. Plusieurs faits majeurs ont marqué l'année 2024, notamment le relèvement de 15% des prix de carburant à la pompe, l'augmentation de 5% des salaires des agents publics de l'État, ainsi que la signature par le président de la République de l'ordonnance numéro 2024/001 de 20 juin 2024, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2023/2019 du 19 décembre 2023, portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024. Par ailleurs, l'économie camerounaise a enregistré un ralentissement en 2023 avec un taux de croissance de l'ordre de 3,2% contre 3,7% en 2022. Toutefois, en 2024, la croissance économique est estimée à 3,8%. En ce qui concerne la deuxième partie, elle aborde en détail les perspectives et les priorités du gouvernement pour 2025. L'accent sera mis sur le développement et la valorisation de la production des biens et services culturels, à travers notamment l'élaboration d'un répertoire national des langues et de la cartographie relative, la conduite des diligences en vue de l'inscription des éléments culturels à Tchou et Ndop sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dans le domaine de la communication, le gouvernement s'accordera la priorité à la signature des cahiers de charges avec des entreprises de communication audiovisuelle et la systématisation de cette obligation pour la délivrance des titres d'exploitation ou des autorisations provisoires de fonctionnement. Dans le secteur des affaires sociales, le gouvernement s'attellera à mener les actions suivantes. La poursuite de la mise en charge holistique des enfants déplacés. La poursuite de la prise en charge holistique des enfants déplacés internes et du fait de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que les enfants réfugiés dans la zone de l'Est, dans la région de l'Est, des enfants et des enfants victimes de traite de trafic et les enfants déplacés victimes de la secte Boko Haram dans l'extrême nord. En résumé, cette présentation du programme économique, financier, social et culturel du Cameroun ouvre et définit les conditions pour l'examen et le vote du budget 2024, budget annoncé par le chef du gouvernement, le Dr Joseph John Gouté, à la fin de son propos.
Avec la complicité de toute l'équipe de rédaction du magazine Constiécal Week News, nous avons décidé comme ça de nous focaliser dans le grand format sur des éléments essentiels, des sujets qui sont essentiels pour nos peuples d'Afrique. Et cela concerne la Côte d'Ivoire jusqu'au 31 décembre 2024. C'est l'heure de notre grand format. Dans ce grand format, nous avons décidé de nous focaliser sur le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Comment les communautés étrangères venues de partout, de part et d'autre, affluent en Côte d'Ivoire et sont accueillis par leurs frères ivoiriens. Comment est-ce qu'ils vivent? Se sentent-ils mieux? Se sentent-ils heureux de vivre en Côte d'Ivoire? C'était quand on pense au feu président Félix Houphouët-Boigny qui avait déjà une vision de faire de l'Afrique un seul pays. On peut aussi se dire qu'il a été relayé par le guide libyen Mouammar Kadhafi qui malheureusement n'est plus de ce monde. Le pays, la Côte d'Ivoire, le vivre ensemble avec nos frères venus de part et d'autre. C'est ainsi que Ousmane Coulibaly et son complice Edi Vite Vonan ont décidé de sillonner des grandes artères de la ville d'Abidjan pour nous ramener un tout petit peu comment est-ce que les uns et les autres se sentent dans le vivre ensemble. C'est le sujet de notre grand format. Je suis guinéen. Je suis satisfait de vivre en Côte d'Ivoire ensemble parce que si tu es en Côte d'Ivoire, c'est comme si tu es en Guinée. Comme vous le savez, Guinée-Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Moi, je suis venu à Abidjan, je ne connais personne, mais lorsque je suis arrivé ici, c'est comme si j'ai quitté chez moi au village pour aller à Conakry. Je suis venu à Abidjan depuis 2016, je suis en Côte d'Ivoire ici. Vraiment, les frères qui viennent de d'autres pays sont bien accueillis en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre australienne qui accueille tout le monde. Que vous soyez d'où vous venez, que vous soyez n'importe quel pays où vous venez en Côte d'Ivoire, vous êtes à l'aise. La Côte d'Ivoire, c'est une terre qui accepte tout le monde. Voilà, sur ce sens, la Côte d'Ivoire n'a pas de soucis. Oui, ici en Côte d'Ivoire, il y a la joie, il y a tout. Quand un étranger vient en Côte d'Ivoire, il se sent comme si il est chez lui. Voilà, donc ici, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'indifférence. Voilà, d'ailleurs même, nous-mêmes les Ivoiriens, on lutte contre l'indifférence. Je pense que nos frères venus s'intègrent bien, vu que nous sommes un pays d'hospitalité, comme l'a dit le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Je pense que les étrangers s'adaptent très bien, ils s'en sortent, il n'y a pas de problème entre la diaspora et les Ivoiriens. L'intégration des étrangers en Côte d'Ivoire se fait dans de belles conditions. À part qu'il y a certaines personnes qui, avec une mauvaise éducation, font qu'il y a quelques petits frottements entre eux et les Ivoiriens. Mais sinon, dans l'ensemble, l'intégration entre les Ivoiriens et les étrangers, c'est bien. C'est bien et on n'a même pas l'impression qu'on est étranger. Ou du moins, on n'a même pas l'impression qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire. Comme vous voyez, on est tous intégrés dans la même culture. Les étrangers apprennent notre culture, nous aussi on apprend la culture des étrangers et tout se passe dans de bonnes conditions. On vit ensemble et voilà quoi. Nous vivons bien ensemble ici en Côte d'Ivoire, voilà. C'est la famille. Voilà, on a fait l'un pour l'autre. Voilà, nous sommes habitués, la Côte d'Ivoire c'est un pays d'accueil. Voilà, nous sommes très chaleureux. Nous sommes bien joyeux de les accueillir en Côte d'Ivoire ici. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est un beau pays. Un pays de touristes aussi. Voilà, nous les Ivoiriens sommes cœur blanc. Étrangers congolais, burkinabé, malien, c'est la famille. Hein. En Côte d'Ivoire, nous sommes unis. L'intégration des étrangers en Côte d'Ivoire est un plaisir pour nous. Donc j'aimerais faire appel à tous ceux qui sont à l'étranger, qui veulent faire partie de la Côte d'Ivoire, qui veulent venir en Côte d'Ivoire pour venir investir. J'aimerais que non, vraiment, qu'ils fassent le grand pas. Nous sommes vraiment heureux de les accueillir, quoi, parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. En Côte d'Ivoire, ici, les étrangers sont bien traités. En tout cas, on est dans l'harmonie, on est ensemble, on est en paix, c'est comme une famille. L'intégration en Côte d'Ivoire, bon, en fonction, disons, chez les étrangers, moi je vois que c'est un peu facile pour eux. Du fait même qu'ils quittent ailleurs pour venir sans même, disons, une vérification plus compliquée comme on le fait, surtout quand nous partons derrière l'eau. Bon, moi j'ai l'impression que c'est un peu facile, quoi. Du fait qu'ils quittent pour venir ici, ils arrivent bien à mieux se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, disons à Abidjan encore plus,
bon, si tu n'es pas paresseux, en tout cas, tu vas pouvoir t'en sortir. Tôt ou tard, ça va aller. Surtout quand on prend l'exemple de ceux qui vendent le garba, aujourd'hui, quand on les chasse, ils ne vont même pas vouloir partir. Et du fait qu'ils gagnent le peu de jetons, ça les encourage encore à rester plus. Et puis aussi, ça les encourage à inviter leurs frères même qui sont ailleurs. Ils les encouragent à venir se chercher. Je suis de nationalité béninoise. Je vis précisément en Côte d'Ivoire. Et j'aime vraiment vivre avec les Ivoiriens parce qu'il y a longtemps que j'aime la Côte d'Ivoire. Et puis, je suis d'abord en solidarité avec eux depuis des années. Je suis venu en Côte d'Ivoire, donc j'ai vraiment aimé la Côte d'Ivoire. Puis j'ai vraiment envie de rester avec la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment envie de partager mes émotions avec eux parce que la Côte d'Ivoire, c'est un meilleur pays pour moi, que j'adore depuis très longtemps. Et puis j'ai tellement envie de rester dedans. J'ai même pas envie de quitter la Côte d'Ivoire. En tout cas, en tant que Béninois, même là, moi, mais j'adore la Côte d'Ivoire. Donc le reste, ça, je pense que ça va aller, que Dieu nous aide. Et ça ira très bien. Ce que j'aimerais dire aux étrangers qui sont ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire, c'est que ce que je leur ai dit, c'est que d'abord, je les préviens d'abord sur un truc. Faut pas ils vont avoir des idées arrêtées sur ce que les gens vont leur dire pour dire que non, le pays n'est pas bon, il y a ça, il y a ça. Faut pas ils vont suivre les ondes en fait. Vous comprenez? Maintenant, ce que je leur ai dit, c'est qu'ils n'ont qu'à venir pleinement en Côte d'Ivoire. Moi, je vais les voir ici. Actuellement, moi, je suis en Côte d'Ivoire ou bien je suis au Bénin. Je ne suis pas au Bénin, je suis en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que le Bénin ne me plaît pas, c'est un pays que j'aime aussi. Mais j'aime la Côte d'Ivoire que moi-même mon propre pays. Vous comprenez? Donc, ce qui est là, c'est que je veux dire à les étrangers de venir rester en Côte d'Ivoire pour voir comment ça se passe, pour venir visiter la Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a des belles choses ici. En tout cas, j'adore la population de l'extérieur. La Côte d'Ivoire est un beau pays qui a de beaux paysages, de très belles accueils et que nous les aimons vraiment énormément. L'intégration des étrangers en Côte d'Ivoire est un facteur primordial dans l'économie ivoirienne. Tout d'abord, avec l'arrivée de certains peuples comme le Mali qui transporte le tiers de ses bétails dans notre pays est un facteur qui engendre un développement économique. En toute franchise, il faudrait reconnaître que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, car en Côte d'Ivoire, on y trouve des Maliens, des Burkinabés, des Égyptiens, des Américains, des Brésiliens, des Chinois, des Japonais et autres. Parmi ceux-ci, la Côte d'Ivoire est devenue la capitale panafricaine et nous sommes fiers de vivre avec ces peuples africains. Nous les trouvons parfaits. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'hospitalité, de gaieté. Donc là, on adore, en tout cas on adore les étrangers. Ils sont bien pris ici, on prend soin d'eux tranquillement. On les aime comme nos frères ivoiriens. Parce que là, nous sommes des Africains, nous avons la même couleur de peau. Donc ici, c'est chez eux, c'est chez nous. Voilà, en tout cas, nous vivons ici en parfaite harmonie. Voilà, nous sommes tous pareils. Voilà, nous sommes tous pareils. Ici, c'est le pays de l'hospitalité, le pays de la joie, le pays du PA. Donc là, nous aimons tout le monde. La Côte d'Ivoire est un pays, franchement dit, formidable, adorable. Surtout, j'adore notre président. Il n'y a jamais plus 223, c'est toujours plus 225. C'est terminé pour cette émission constituée Carl Week News, tout en vous rappelant que pendant les fêtes, nous allons vous proposer de nombreuses émissions attrayantes, à savoir Noël en couleur. On va rappeler aux uns et aux autres ce que c'était la télévision il y a plus de 30 ans. Nous allons vous proposer aussi des émissions de variété d'enfer avec des grandes stars pour égayer tout simplement cette période de fête. Restez des nôtres avec notre partenaire officiel. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour ce programme, tout en souhaitant déjà aux uns aux autres de bien préparer les fêtes de Noël. Vous retrouverez un spécial vœux des stars, vœux des politiques, vœux des personnes de référence sur notre programme. Restez branchés, restez focalisé sur votre petit écran, celui que vous avez choisi, à savoir CNN, disponible sur cnntv.ci en un clic pour tous qui ont leur portable et tout le reste, leur smartphone. Et aussi, si vous voulez avoir de l'information en continu 24 heures sur 24, vous allez sur www.siwebinfo.net. Vous cliquez sur la rubrique replay, ou alors dès que vous cliquez, vous avez le choix. Allez en direct et vous allez voir comment une télévision vous donne des informations vraies 24 heures sur 24.
Tout en remerciant la jeune équipe composée de Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Marcel Bassolé, Gérard Chaguezo, Séverin Tchatchoua, Eric Biquet, Charlotte Abdoulaye, avec la supervision de Jean-Marie Mbega. Je tiens tout simplement à vous donner rendez-vous au prochain numéro. Restez des nôtres pour suivre leur rediffusion. Je suis Constieka. Au revoir.